on est tous détruits par ça. Même si maintenant on peut faire toute la purification qu'on veut, je veux dire, ça nous a quand même pas massacré la gueule. On est une génération et ça va. Je veux dire, on a connu ça après coup. Moi, je veux dire, il a fallu que j'ai eu mon appart et puis j'ai eu ma bande passante qui a été polluée. Enfin, j'avais un ordi chez moi. Sinon, jusqu'à l'adolescence, j'en étais épargné parce que y avait Canal+, mais c'était encrypté, quoi. Alors, regarder un film comme ça va juste 1 minute pour se marrer, mais c'est fini, quoi. Tu viens de dire une chose assez importante. Je peux? Vas-y, mais t'es là pour me couper de mes tunnels, David. Tu viens de dire une chose importante, c'est-à-dire que tout ça existait déjà avant sur des supports différents. On en revient à l'infrastructure technologique qui détermine notre consommation. Mais j'ai l'impression que la grande différence entre les plus jeunes et nous, c'est pas forcément ce qu'ils consomment ou ont consommé, c'est le moment où ils l'ont fait, pas forcément en termes d'âge, mais en termes de développement émotionnel. C'est comme les pesticides entre nos grands-parents qui l'ont pas connu puis qui se sont fait achever à la fin, et puis avec les vaccins, je t'en parle même pas. Alors que nous, vas-y, continue. Ça, on va être plus indulgent envers ce qu'on se fait nous à manger à l'âge qu'on a que ce qu'on fait à nos enfants. Bref, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est peut-être la dernière génération à avoir découvert le porno après l'expérience sexuelle réelle. Quand je dis après, c'est pas 10 ans après, ça peut être, je sais pas, 6 mois après, 2 mois après, mais qu'importe. Il s'en est peut-être fallu de peu, mais ça fait une toute petite différence. Quand tu as, je sais pas, peut-être que tu as peut-être baisé que 3 fois dans ta vie, mais ces 3 fois, elles sont déjà extrêmement importantes sur le plan empirique, sur le plan de ton expérience physique et émotionnelle. Et ensuite, quand tu vas être confronté à un film, tu vas dire, ok, tu peux être excité, tu peux être impressionné, tout ce que tu veux, comme on peut l'être encore aujourd'hui, mais avec une distance critique en disant, ok, c'est rigolo, c'est du spectacle au sens debordien, mais moi je sais que c'est pas tout à fait comme ça, et puis que le réel m'apporte beaucoup plus de satisfaction derrière les simulacres. Ah bah le réel, ça peut être du simulacre aussi, hein. Tout est jeu, tout est artifice, bien sûr, mais il y a des degrés dans l'artifice. Mais le fait d'avoir une légère antériorité du réel sur le simulacre pornographique, dans le développement adolescent par exemple, ça peut faire la différence. Mais découvrir le porno avant l'expérience réelle, je me demande si c'est pas ça qui est un peu destructeur, pas mal. Disons qui est déstabilisateur en tout cas. Quand tu vois, et c'est toujours l'exemple que donne Gombrich, il y a une fenêtre, il y a de l'eau qui est contre, ça fait des gouttelettes, et quand tu regardes, tu dis ah on dirait un Pissarro. C'est-à-dire que l'expérience de la peinture, la qualité de la peinture devient le référent qui tronche le réel, ou qui truche. C'est-à-dire que quand tu vois une scène avec par exemple un immense panache d'eau avec un orage d'été, en fait ça te fait penser à une peinture d'impressionniste. Indirectement, tu vois un truc avec du carrelage, on dirait un Mondrian. Donc c'est la reconnaissance inversée. Et là j'invente une théorie, c'est qu'on peut faire une reconnaissance inversée pornographique. C'est-à-dire que effectivement, tu baises, tu mates un porno, puis tu te dis ah, c'est cool, elle m'a fait un gagging comme je vois maintenant dans une... Je fais exprès un truc cru bien crade. Hein. Mais disons que je suis content de connaître le gagging en vidéo après l'avoir vécu que de être bombardé d'images de gagging et de grosses baves collantes qui gluent sur les boules et puis après d'être déçu d'avoir une petite pipe de tortue, genre une petite tortue qui grignote une petite feuille d'herbe, là, une petite feuille de salade, et puis que toi t'es là, non mais j'ai envie de gagging. Parce que t'as pas la reconnaissance inversée, et puis qu'admettons tu l'as, ou tu l'aies, pardon, et bah du coup t'es un peu déçu parce qu'elle sera jamais autant hardcore que le gros gagging bien forcé, complètement scénique, fait par, et on la cite tout le temps comme un running gag dans ma chaîne, de la petite Sacha, quoi. Donc je pense qu'effectivement, et tu relèves un truc très intéressant, indépendamment de la superficialité assez grivoise de ce que je viens de vous balancer, c'est que ça dépend quand c'est que tu le vois, au moment où tu le vois, et comment l'enchaînement dialectico entre guillemets interactionnel se fait dans ta vie. Tu vas mettre le mot gagging et reconnaissance inversée dans une phrase. Bravo. J'ai cité Gombrich et Sacha Gray. Il n'y a que dans la mysticosphère. Il n'y a que dans mon vaisseau spatial. Il n'y a que dans ce vaisseau spatial où j'ai cette façon, les amis, de vous. Pourtant, jusqu'à présent, nous étions sûrs que notre regard nous appartenait. Nous n'avions jamais eu et nous n'aurons jamais de lien plus fiable avec le monde que notre regard. Rationnel ou irrationnel, froid ou bouleversé, fugitif ou aigu, c'est lui, ce regard, que nous pensions libre, qui permettait à chacun de faire communiquer l'immensité du dehors avec celle du dedans, pour ouvrir l'infini de son propre univers. Alors, imaginez ce qu'on vient de lire là avec la reconnaissance inversée du gagging. Le monde pouvait être ce qu'il était. Jusqu'à présent, notre regard l'avait toujours sauvé.
pour en faire surgir forme et instance, beauté imprévisible, horizon éperdu, perspective renversante, aberration optique. Si nous n'avons jamais été souverains, c'est grâce à ce formidable instrument de connaissance et de conquête lyrique. J'adore le concept de conquête lyrique. Si je refais une exposition, ce sera le titre de mon expo. La conquête lyrique. La grande affaire pour l'un ou pour l'autre aura été la représentation de ce qui, par essence, ne peut être représenté. Au cœur de la représentation, il y a cette énigme dont l'image, comme le regard, sont partie prenante, réussissant parfois à la résoudre splendidement, quitte à la voir revenir comme la plus lointaine des vagues. Et la longue histoire de l'imagerie érotique, voire pornographique, aura été plus que toute une autre une fascinante illustration de cette quête, tout au long de laquelle, des siècles durant, le désir n'a paradoxalement jamais cessé de venir y chercher au-delà du corps, le faisant renaître de sa propre satisfaction. Longtemps réservé aux cabinets de curiosité, que j'aime tant, ces images se sont démocratisées avec l'invention de la photographie, encore que leur interdiction légale jusqu'au début des années 1960 leur ait conservé le statut de produit rare et d'un prix élevé. Et là, elle balance du lourd maintenant. Sous le manteau a longtemps été l'expression consacrée pour évoquer la clandestinité qui a traditionnellement régi le commerce de ces images. D'ailleurs, même après la levée de leur pénalisation légale, celles-ci n'en ont pas moins continué d'être interdites à l'affichage jusqu'en 1968. 68, large sujet, David pourra en parler beaucoup. Ainsi paraît-il étonnant que l'on ne soit guère interrogé sur le fait que la pornographie représente aujourd'hui 20 à 30% de la consommation quotidienne d'images sur Internet. Ce qui signifie que la seule société Pornhub, d'après ses statistiques de l'année 2017, 28,5 milliards de visites, soit 85 millions par jour, près de 50 000 recherches pornographiques chaque minute, ou 800 résultats par seconde. Il s'agit en fait de milliards de regards à la recherche d'images qui, mises bout à bout d'un film, nécessiteraient 140 ans de visionnage en continu. Pourtant, le plus extraordinaire est que tout cela est désormais gratuit. C'est ce qui est à retenir comme une nouveauté particulièrement significative du début du XXIe siècle. Je finis ce paragraphe. Que s'est-il donc passé pour que ce qui se payait, et même se payait cher, ne se paye plus du tout? Bien sûr, ce ne sont plus les mêmes images, loin s'en faut. Toute l'interrogation naïve ou sophistiquée, inquiète ou joyeuse, autrement dit, tout le libre jeu entre la représentation et la scène représentée, qui est la caractéristique de ces curiosas, en a complètement disparu. Faussement réaliste, exhibant une violence calibrée, de nouvelles images sont constamment fabriquées pour répondre à la catégorisation voulue par le marché. Et puis là, quand tu vois maintenant, ça arrive, hein, j'ai enfin vu des trucs d'IA porn là, en pub. C'est pas, vous avez marre des couilles bleues, tu te souviens, c'était tellement marré avec marre des couilles bleues. Non, maintenant, il y a vraiment, c'est plus des jeux avec de la 3D un peu pourrie. Là, c'est vraiment les IA et c'est affolant. Elles s'inscrivent dans le tableau du grand massacre de l'imaginaire érotique, dont on ne parle pas, mais qui vaut celui des espèces en voie de disparition. Reste que ce changement de contexte n'explique pas la nouvelle gratuité de ces images. Il en serait plutôt la conséquence. David. De nouveau, elle fait une lecture assez matérialiste de la chose en rappelant la manière dont les différentes technologies de l'image ont permis de démocratiser ça. Alors évidemment, je ne dis pas que cette démocratisation est nécessairement un progrès, mais il faut se méfier un petit peu parce que pendant tout le XVIIIe et le XIXe siècle, on avait
de grands libertins, pornocrates, qui voulaient la plus grande liberté dans leur milieu et que la police des mœurs ne s'en mêle pas, mais qui étaient tout à fait opposés, notamment à partir du moment de la Révolution française, quand les imprimeurs ont commencé à sortir des gravures licencieuses, des choses comme ça. Ils trouvaient que c'était très mauvais pour le peuple, mais très bon pour eux, de la même manière que Voltaire trouvait que l'Église était une aliénation dont il pouvait se passer, mais qu'elle était très utile pour maintenir le peuple à sa place. Alors, il faut un petit peu faire attention à ça, parce que il y a des distinctions fondamentales qui doivent être faites, par exemple entre adultes et mineurs. Ça, je pense que cette distinction-là échappe à la démocratie et à toute forme d'horizon d'égalité, mais je ne pense pas qu'il faille la retranscrire dans la logique de classe. Même si, évidemment, je vois bien, par exemple, dans le milieu du libertinage, il y a un discours qu'on entend tout le temps quand on parle avec des libertins un peu lettrés, pas forcément bourgeois, hein, mais disons qui ont un petit peu d'élèves, de dire ah oui, mais maintenant que les pratiques se sont développées, il n'y a rien de plus beauf que le libertinage. Et c'est vrai, malheureusement. Génial, le film de Dolce. Ben oui, enfin, pas forcément le libertinage pratiqué en tant que mœurs individuelles, mais en tant qu'institution, ensemble d'institutions. Il y a un côté Cap d'Agde, il y a un côté, on est passé des liaisons dangereuses de Laclos à Jackie et Michel en gardant le mot libertinage. Et je comprends que ça agace. On va pas tenir un discours de classe là-dessus, surtout si ça justifie une sorte de censure. Après, évidemment, sans défendre la censure, cette démocratisation de la pornographie, elle est forcément dommageable. Et puis, on a parlé des technologies, à commencer par la gravure, et ensuite évidemment les revues papier, les magazines de charme, et ensuite il y a eu les salles de cinéma, VHS, Internet a fait tout exploser, mais à chaque fois on passe un cran au-dessus. Et ça a été dommageable, non seulement en termes de diffusion, mais en termes de qualité du produit diffusé, parce que pendant la grande époque du cinéma pornographique, on ne se rend pas compte. Il n'existe plus en France, je crois vraiment qu'il n'existe plus un seul cinéma porno. Il y en avait un encore à Paris, il y a quelques années, qui était tenu par un retraité qui a dû mettre la clé sous la porte, parce que vraiment, si le but pour voir ce genre de film, c'est uniquement on va dire un support masturbatoire, on peut le regarder chez soi, c'est quand même un petit peu moins gênant. Donc le cinéma n'a plus d'intérêt. Il faut pas oublier que au moment où il y a eu les lois X et ensuite la dépénalisation des lois X, enfin pas la dépénalisation, mais l'assouplissement sous Giscard notamment, la France était assez attractive en Europe pour cette raison-là. Il y avait des Espagnols qui passaient la frontière tous les samedis soirs pour voir des films de cul dans les cinémas. Et une grande partie des films projetés dans les cinémas généralistes étaient des films X. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Non pas parce qu'il y aurait une restriction au niveau pudibond, mais parce que ça s'est transposé ailleurs. Je dis pas que je suis forcément nostalgique de cette époque-là sur le mode de diffusion, mais je le suis un petit peu sur la question du produit diffusé. Entre les salles de cinéma et Internet, il y a une étape qui a duré quand même peut-être une vingtaine d'années, qui est l'étape de la VHS. C'est-à-dire la diffusion chez soi de films X qu'on pouvait regarder sur son magnétoscope. Et les producteurs qui font jamais de dépenses inutiles se sont rendus compte d'une chose, c'est que un gars, ou une femme d'ailleurs, qu'importe, une personne qui va dans un cinéma X, qui va voir un film qui dure 1h30, reste là 1h30, avec peut-être un petit peu des pics et des creux en termes d'excitation libidinale et d'activité annexe dans la salle. Mais qu'importe, voilà. Elle paye un billet, elle va voir un film d'1h30. La même personne qui, pour une somme moindre, va louer une VHS, peut-être finalement, elle va peut-être regarder qu'une demi-heure, tout simplement parce qu'elle va passer en accéléré ce qu'on appellerait les scènes non sexuelles, les scènes de dialogue, de jeu, pour passer uniquement aux scènes d'action, au sens pornographique. Et c'est là où, à partir du moment du développement de la VHS, les producteurs se sont dit, nous, on veut produire plus, inonder le marché en diminuant les coûts. On n'a plus besoin de scénaristes et de dialoguistes parce que les gens s'en foutent. Donc, on n'a plus besoin de direction d'acteurs parce que nos acteurs sont de mauvais acteurs, à part quand ils baisent. Donc, on ne les fera que baiser. Et c'est ce qu'on appelle le gonzo, ce terme qui vient du journalisme, mais qui s'est ensuite approprié le porno. Là aussi, l'évolution de la qualité du produit, et je fais de nouveau mon marxiste, est liée vraiment à l'évolution des supports. Quand la consommation de porno est devenue domestique grâce à la VHS via le magnétoscope et le téléviseur, on n'a plus regardé des films, on a zappé, on a scrollé, on est passé d'une scène à l'autre. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de mieux, croyez-moi, qu'un film porno pour étudier l'esprit des peuples. Ça, c'est une réflexion que je me suis fait il y a quelques années, parce que quand vous regardez un film, un vrai film,
vous avez des acteurs professionnels qui prononcent des dialogues écrits par des dialoguistes et des scénaristes qui jouent, donc ils ne sont pas eux-mêmes. Voilà, ils représentent une œuvre d'art. Le porno, les seules scènes qui sont vraiment mises en scène, c'est les scènes pornographiques. Le reste, qui sont des espèces de lions, de transitions, il y a une large part qui est laissée à l'improvisation. On leur donne une scène et on leur demande de jouer. Et j'avais écrit un article, il faudrait que je retrouve là-dessus, sur l'esprit des peuples à travers les scènes non pornographiques du porno. Quand vous demandez à ces acteurs non professionnels, à des Français de jouer, ou à des Américains, ou à des Scandinaves, ou à des Japonais de jouer la même scène, vous ne l'aurez pas du tout de la même manière. Et il y aura des différences qui seront beaucoup plus marquées que dans le cinéma. Et c'est en observant ces scènes que je me suis rendu compte, par exemple, à quel point, comparativement aux autres peuples produisant de la pornographie, les Français sont des râleurs dépressifs. Quand vous dites à un hardeur français de baiser, eh ben, il baise comme un hardeur, c'est-à-dire il fait ce qu'il sait faire, c'est un professionnel, et il le fait à peu près comme un japonais, un américain, un scandinave. Mais quand vous lui dites en 2 scènes de jouer, il va improviser des dialogues qui vont exprimer l'esprit spécifique de son peuple, l'esprit français. Je sais que beaucoup de Français nous écoutent, je voudrais pas paraître insultant, et moi-même je suis très francophile, mais il y a que dans les films X français qu'avant une scène de cul, vous pouvez voir des partenaires avant de partouzer qui s'insultent, qui râlent, qui jurent, qui soupirent, et qui sont dans un nihilisme welbeckien qui aurait de quoi faire débander n'importe quelle ardeur, et qui le font quand même. Bon, en parlant de ardeur et de... un énorme tunnel, ouais. excuse-moi. Alors attends, pour reprendre ce tunnel, on va raisonner, attention, je vous mets un petit classique. Le visionnage gratuit n'est pas une invention de l'industrie pornographique. C'est le modèle économique dominant de la culture distributive qui cède gratuitement une marchandise visuelle pour en gagner aussitôt une autre incomparablement plus rentable. Et la supériorité de la situation pornographique est, en l'occurrence, de prouver la nouvelle valeur du regard dans l'économie distributive. On est loin de Michel Serres ou de Bernard Stiegler, avec le logiciel libre et tout fantasme wikipédiesque. Mais ce que la pornographie numérique inaugure et consacre là, c'est une nouvelle alliance entre l'image et le regard, indissociable de l'économie distributive, alliance fatale qui a pour conséquence de faire payer la gratuité pornographique au prix fort de la perte de l'anonymat et de la vente de la vie privée, c'est-à-dire de tout ce qui auparavant le commerce pornographique se portait garant de préserver. C'est là un signe inquiétant concernant le rôle désormais réservé au regard. Le voilà à l'origine d'une des plus grandes réussites du capital, qui consiste, grâce aux nouvelles technologies, à utiliser la vente comme source de contrôle et à privatiser ce contrôle, pour en faire celui d'une marchandise immédiatement vendable. En fait, après, elle explique, avec les systèmes de ice tracking et tout ça, toutes les ventes de métadonnées et de tout le truc. C'est pas gratuit, c'est toi le produit. Si c'est gratuit, c'est un produit. Non, c'est qu'elle explique les thunes qui se font avec les métadonnées et comment nos amis de la Silicon Valley savent justement tout grâce à ces 30% de consommation de porn. Où là, il y a des putains de cheval de Troie, où les mecs, ils savent, ils peuvent screener ton écran, ils peuvent... Enfin bref, c'est hyper intéressant. Au début, des téléphones qui allaient sur le web, sur Internet, mais qui n'étaient pas encore des smartphones, mais sur lesquels tu pouvais déjà consommer de la pornographie, mais payante. Et tu passais par l'opérateur. Tu penses que ça représentait combien de pourcents des revenus des opérateurs en Europe? La pornographie. Allez, donc je te dis, en 2000, c'était 2007-2008. Il n'y a pas de smartphone. C'était juste des contenus, des photos, des chats érotiques, des machins. Tu penses que ça représentait quel pourcentage des revenus? Dieu sait, je sais pas, 30%? 50. Ah putain. Quand tu penses qu'à l'époque, un SMS, ça coûtait 20 centimes. Ouais. 20 centimes d'euros pour nos amis français. Ça coûtait 20 centimes. Eh ben 50%, c'était quand même de la pornographie. C'était un pote cadre chez Orange qui m'a sorti les chiffres. Oh là là. Tu envoies un SMS machin, tu fais un chat érotique, des trucs. Tu pouvais télécharger des photos relativement pixelisées, j'imagine. Encore 10 ou 20 ans avant, en France, avec l'époque du Minitel, je pense que... Du Minitel, ouais. Ouais, ce que nous, on n'a pas connu en Suisse, on a sauté cette étape. Ouais, ça, on n'a C'est pas grave, connu le peut-être, Minitel. On avait les pubs, moi j'avais tous les trucs du Minitel. Oui, on le connaît grâce aux pubs de la télé française. Ouais. 3615 code, Dragon Ball Z. C'est Nous, on a eu beaucoup le la télétexte France à la était place. à la pointe de la technologie. Ouais, c'était la technologie française, au même titre que... Ouais. Technologie française, oui, tout à fait. Même titre qu'Alcatel. Mais c'est quoi? C'était le même principe que le télétexte, ou bien, en fait? J'ai jamais compris ce que c'était le Minitel. En fait. Il y avait une époque où il y avait des ingénieurs informaticiens français qui faisaient un travail de qualité. Donc tu pouvais envoyer ta question à
à framboisier, des musclés, est-ce que t'as tiré Igege, etc. Pardon, j'ai n'importe quoi, mais Ah, tu... j'espère que non, j'espère que non. Ah, J'espère qu'il est toujours vierge, il Gogue. David, Il je crois que gagging. malheureusement, Il gagging. malheureusement, je crois Ah, il Gogue. Elle était quand tu regardes le clip de la mer Guest Party, moi je pense qu'ils y sont tous passés, mais bon, après... Mais David a encore de l'espoir. Elle a eu une carrière, je vais pas dire posthume, c'est toujours de ce monde, mais à partir des années 2000 en Allemagne où elle animait des émissions de cuisine. Je me rappelle plus le nom de cette actrice. Elle était allemande. Ouais, bah c'était mieux que Ouais, Maïté, à mon avis. Elle Hein. se porte toujours assez bien. Hein. Ah oui, non. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'érotisme dans le fait que Maïté éclate la gueule des anguilles Des anguilles. Il y a une scène hyper connue de Maïté où elle est encore toute jeune. Attends, je vous la trouve. Vous avez jamais vu ça? Maïté se fout sur la caille sur la joue. Mais attends, mais c'est hyper Ah connu. non, je connais pas. Maïté, Oui, je l'ai Il trouvé. va tellement pas être Je l'ai ton trouvé. historique, tu vois. Mais je l'ai trouvé. Mais les gars, alors attends, les gars, je vais vous prouver que Maïté, ça peut être érotique. Vous allez halluciner. là pour l'instant, je viens de taper dans Google pour regarder. Et le premier truc que je vois, bon, remarque, il y a un certain niveau d'érotisme, c'est quand Maïté dépeçait un sanglier dans la cuisine des mousquetaires. C'est quand même incroyable. Oui. J'ose pas imaginer ce que faisait Igege avec des escalopes de porc. hein. Bon, regardez Non, ça. si on part- Bon, on part sous le côté allemand. si je me fais striker le J'aimerais faire une live, recherche, mais je sais même pas comment s'écrit il Gogue. Ce nom n'existe pas. j'espère pas que je vais me faire striker le live pour ça. Parce que c'est pas Je 18. tape il Gogue cuisine. Ah oui, alors elle s'appelait Babsi Stiger. Ah non, elle était pas allemande, elle était autrichienne. Pareil. Qui s'est fait connaître en France dans Salut les musclés, et ensuite elle a développé une passion pour la cuisine, et notamment publié un livre de cuisine intitulé Strudel, Kuglopf et compagnie. Et Ah, elle a animé une émission qui s'appelle Les pâtisseries de Babsi. Non, elle avait pas la ligne à manger les Kuglopf, quoi. Bon, les gars, vous Non, voulez voir Ah, pour ça, Maïté avec- juste un truc avant Maïté, sur Igege qui est quand même assez fabuleux, c'est que si je me rappelle bien, je pense que David était plus observateur que moi à ce niveau-là, mais si je me rappelle bien, elle n'avait pas de nationalité dans les trucs des musclés. Elle était à la fois une Non, elle était suédoise, à la fois une extraterrestre. néerlandaise. Ah oui, c'est ça, c'était une extraterrestre. Non, Mais- oui, c'était ok. elle était pas humaine. Donc, quand la perfection extraterrestre débarque sur Terre, elle est arienne. Ok, cool. Ouais, narratif intéressant. Alors, vous êtes prêts? Moi, j'avais vu ça, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas prêts, les Oui. amis. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, je suis donc sur YouTube de Lina. C'est parti. Dégustation de l'ortolan. De l'ortolan. La dégustation de l'ortolan. Regardez bien. Là, bon, je pense que c'est ses tout début. Bon, bien sûr que c'est un cajot, puis même sous MDMA, j'irai pas y foutre le biscombe. Mais par rapport comment dire, à la vieille bouchère qu'on a l'habitude de voir, là, qui éclate des sangliers à main nue, elle peut encore essayer de... Voilà, bref. Et je suis très content, les amis, de vous avoir fait découvrir un truc qui est une espèce de pépite d'Internet. Bon, je vous fais pas découvrir de l'art brut puis des artistes incroyables. Là, je vous fais Maïté qui suce un ortolan. Ah bah là, c'était du jamais vu. Hein. Je dois dire que c'était mais assez c'est- incroyable. Alors, C'est très sensuel. mais Ouais, à ouais. part ça, franchement, elle cartonne. Tu vois, il y a une Moi, mise en scène, la bougie, le feu, et ce qu'elle dit est plein de bon sens, quoi. On parle de l'érotisme, les sens sont bien au-delà de ça, ce sont les 5 sens. Alors je sais pas ce que vaut Maïté sur ce plan-là, elle m'affriole pas plus que ça, mais... si Ah elle bah vient non, de t'as chose quand même une que- petite idée. Hein, mais... Alors il est regrettable que toutes les femmes n'aiment pas cuisiner, mais ça c'est pas grave parce que moi j'aime bien. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus regrettable, c'est les femmes qui n'aiment pas manger. Les femmes qui Oui, sont je... gourmandes. ouais. La sensualité des plaisirs de bouche annonce le reste. Hein. Il y a peu de C'est vrai. contre-exemples à ça. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Baltonsberg qui dit que c'est un deepfake de Maïté. Mais t'avoues que David, ce soir, il nous a fait une bonne verrine, là.